Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Willou. On vient de tourner une draft franchement qui a été épique. La dernière fois on s'est fait plaisir, Champions League, il y avait de l'argent, c'est-à-dire que franchement on est venu et comment on dit ça, on a make it rain, c'est-à-dire c'était un orage terrible. Le boy est venu avec des choix, j'ai dit Léo 90 millions, Ra, moi je suis venu, je dis Odegaard 90 millions, Ra, c'était la guerre. Aujourd'hui c'était la Hesse. C'était la Hesse. On est passé du poker au dé, j'ai envie de dire, au quartier, tu vois, c'est vraiment... Les dés contre le rebord du trottoir, là. Voilà, contre le comme rebord dans du The Wire. Exactement. Quand tu connais, à l'ancienne, tu vois. Ouais, Je dis, vraiment ça, c'est un boy de Baltimore. Tu sais vraiment que lui, il est pas là pour rigoler avec nous. Donc, on a fait une super draft. J'espère que les gens vont apprécier. Cependant, cette semaine, on a eu une très belle semaine de Ligue des Champions. Je pense que c'était le retour de la plus grande des compétitions, j'ai envie de dire, en club. Dans son dernier format que l'on connaît depuis plusieurs années, elle va changer l'année prochaine. Moi, le nouveau format, franchement, il me donne mal à la tête. En fait, affaire de championnat, machin, etc. Là, j'ai dit, en fait, c'est plus, voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter beaucoup plus tard dans la saison. Pour le moment, on n'a qu'à être là en train de profiter. La compétition est de retour. Il y a une équipe qui va pas bien, qui a perdu. C'était un des gros matchs cette semaine. C'est le Bayern qui gagne face à Manchester United 4-3. J'ai envie de revenir un tout petit peu sur quelques points saillants de cette semaine de Ligue des Champions. Mais le premier sur lequel j'ai envie de parler, c'est je pense que c'est très très important aujourd'hui d'évoquer Manchester United. Ils vont mal. Ils vont très très mal. Manchester United, depuis le début de la saison, pour faire un petit résumé rapide, mais pas très compliqué, ils jouent un match face à Wolverhampton. Ce match-là, j'ai pas eu l'occasion de le débriefer. Je pense que j'étais en voyage durant l'été. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je me rappelle avoir vu le résumé et je me rappelle qu'il y a cette faute de Onana là en fin de rencontre qui aurait dû être un penalty qui n'est pas sifflé. Là, à partir de ce moment-là, tu peux te dire que ok, bon, peut-être ils ont échappé, mais ça commence quand même très slow. Tu continues, tu joues face à Tottenham, ils te tapent, mais on voit que Tottenham ils sont en forme. T'as fait un sondage là-dessus d'ailleurs. Je pense que les choses ont complètement changé finalement en quelques semaines. Manchester United joue face à Nottingham Forest, c'est assez compliqué, c'est galère, ils encaissent des buts mais réussissent à s'en sortir. Depuis lors, c'est 3 défaites d'affilée. Arsenal, Brighton et le Bayern Munich. Tu regardes et tu te dis qu'ils ont Burnley qui s'en vient, qui sera pas une équipe facile à l'extérieur. Donc aujourd'hui, moi je pense que Manchester United est en crise, faut pas avoir peur de le dire. Et celui qui est malheureusement le premier à être blâmé, je pense, c'est celui qui dirige cette équipe-là, c'est Erik ten Hag. Personnellement, moi, je ne le comprends pas. J'ai lu dans pas mal de forums et tout, les fans de Manchester United, il y en a beaucoup qui le qualifient de quelqu'un d'assez narcissique, en fait, qui ne pense peut-être qu'à lui-même, en fait, qui ne pense pas à l'équipe, qui ne pense pas au groupe. Le groupe a l'air divisé. Cette équipe-là ne fonctionne pas. Il y a eu des recrutements qui ont été faits, mais les nouvelles recrues arrivent et peinent, en fait, à vraiment, comment on appelle ça, prendre leur marque dans cette équipe-là. À l'image d'un Onana qui a encaissé beaucoup trop de buts en si peu de temps, pour un gardien qui était si excellent l'année passée. On me dira que sa défense n'est pas bonne, mais moi je te dirais que bon, quand même, il y a quand même un aspect mental peut-être collectif. Donc aujourd'hui, moi je sais pas ce que tu en penses de cette faillite collective de Erik ten Hag qui est arrivé à Manchester United, qui a fait des gros changements, des changements qu'on a approuvés. Pour moi, il faut une surperformance. Ils arrivent à finir 3e l'année passée. Il a poussé son effectif beaucoup plus que l'effectif pouvait le faire, mais l'effectif a réussi à aller en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on voit réellement que le projet n'est absolument pas solide et qu'il n'y a aucune base qui lui permet de tenir sur le long terme. Alors, le cas United, sans que je sois supporter du club, donc vraiment à l'intérieur et que j'ai tous les éléments, je pense que les supporters qui nous regardent connaissent mieux la situation que nous, mais mon idée d'ensemble sur le cas United, c'est que c'est un des clubs qui vit un des moments les plus difficiles pour tellement de raisons. Parce que déjà, en trame de fond, il y a le truc Glazer et la vente qui s'est pas faite. Ça, c'est quand même, il y a quelques mois, on nous annonçait qu'il allait avoir vente du club, ça allait être vendu aux Qataris et United allait avoir des moyens exceptionnels sur le marché des transferts, même pouvoir un petit peu changer la culture à l'intérieur du club, qui est grosso modo, c'est un club qui est en grande perte de vitesse depuis le départ de Ferguson, donc c'est un truc qui dure depuis un moment. Il y a un petit peu ce truc structurel si on part vraiment du plus macro, quoi, le plus grand. Ensuite, quand on zoome à l'intérieur, il y a un marché des transferts cet été où Manchester United a dépensé 200 millions d'euros, mais a quasiment pas pu utiliser les joueurs qui ont été achetés pour tout un tas de raisons. Højlund, il est arrivé blessé, donc on a à peine commencé à le voir. Moi, je trouve que ce qu'on a vu pour l'instant, c'est plutôt intéressant.
contre Arsenal, là, quand il fait cette petite déviation qui aurait pu permettre à Garnacho de marquer le but de la victoire. Il y a le but qui est refusé le week-end dernier c'était contre Brighton. Ouais, et il marque contre le Bayern le premier but de sa carrière à United. Donc pour l'instant, ses entrées, ses apparitions, elles sont plutôt intéressantes, mais tu n'as pas pu l'utiliser en début de saison. Mount, c'est la même chose. Mount, depuis qu'il est arrivé, il s'est vite blessé, on l'a plus vu, et c'est un gars sur lequel United a mis 60 millions. Amrabat, il n'a pas pu jouer encore. Et Onana, il a un souci parce que ça se passe pas très bien pour lui, mais c'est la seule vraie recrue qu'on a pu voir pour l'instant. Et déjà, le mercato, je le trouvais assez limité. Mais en plus, t'as même pas pu utiliser tes joueurs. En plus, il y a un gros souci de blessure parce qu'ils ont perdu Shaw, ils ont perdu Varane et très récemment, là contre Brighton, ils ont perdu Wan-Bissaka. Donc quand ils arrivent contre le Bayern hier, ils sont sans 3 des 4 membres titulaires de leur ligne de défense. Donc ça aussi, ça facilite sans doute pas la tâche d'Onana et de l'équipe en général. Et en plus, après avoir eu le cas Greenwood, maintenant ils ont le cas Anthony. En plus, c'est difficile avec Jadon Sancho, donc ça fait qu'en gros, sur les ailes, ils ont été obligés d'aller à l'Allianz Arena en titularisant Facundo Pellistri, et même sur le banc, il manque tellement de joueurs. Sur le banc hier, ils ont été obligés de convoquer 3 gardiens. Genre, ils avaient 4 gardiens. J'ai été choqué. Quand j'ai vu, je te jure, alors ça, merci de le dire, parce que peut-être tu as eu le même feeling. Moi, quand j'ai vu le 11 et j'ai vu 4 noms de gardiens, j'ai dit en fait 3 sur le banc et 1 dans le truc, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Bayindir, Eaton et Vitek, les 3 gardiens sur le banc des remplaçants. Mais même quand tu regardes le banc dans l'ensemble, il y a ces 3 gardiens-là. Il y a des noms dont j'avais jamais entendu parler avant. Daniel Gore, Omari Forson, il y a Hannibal Mejbri qui a marqué contre Brighton, mais a priori s'il devait devenir un crack, on le saurait. En tout cas pour l'instant il n'est pas un joueur qui peut vraiment, il n'est pas entré par exemple à l'Allianz Arena. Et sinon Johnny Evans, les seuls 3 joueurs qui sont entrés, les seuls 3 joueurs que Ten Hag pouvait faire entrer dans un match pourtant qu'il avait besoin de renverser, où en plus on sentait que physiquement United c'était très très difficile, même quand ils sont revenus à un but d'écart à 2 reprises, ils n'ont pas vraiment de quoi pousser pour faire plus, on les voit vraiment en difficulté, genre sur le but là, le dernier de Tel, Kimmich il est dans un fauteuil, il peut mettre ce ballon dans la boîte sans aucune opposition parce que tout le monde est mort crevé. Pourtant dans ce match, Ten Hag a fait que 3 changements sur 5 possibles, juste parce que sur le banc il avait que Martial, Garnacho et McTominay auxquels il sentait qu'il pouvait donner des minutes, et McTominay il entre à la 60 ou 70e à la place d'Eriksen. C'est ça le premier changement qu'il fait dans ce match, juste pour dire, pour un peu dédouaner Erik Ten Hag, ou en tout cas mettre les choses dans son contexte. J'ai rarement vu un United aussi faible dans son effectif pour des questions un petit peu contextuelles, de blessures ou de problèmes extrasportifs comme on a actuellement avec Anthony, avec Sancho, etc. Donc ça, c'est le contexte d'ensemble d'United. Et après, on peut rentrer encore plus dans le détail si on veut, sur des petits points ici et là. Mais ça me semble important de rappeler ces éléments-là pour parler d'à quel point c'est compliqué pour United. Yeah, c'est très très compliqué. Globalement, ça se voit de l'extérieur. Tu as commencé par un point qui pour moi est très important, c'est que le club devait être vendu, mais il y avait de l'argent qui devait rentrer. Normalement, ça devait être différent. Finalement, je pense même à cause du fair play financier, ils n'ont pas pu vraiment, comme tu dis, aller sur pas mal de recrues sur lesquelles ils voulaient aller. Aujourd'hui, ils ont fait des recrues au milieu de terrain. Défensivement, on voit aussi que l'infirmerie, elle est pleine. Tu as raison, il y a beaucoup de joueurs qui sont très importants qui ne sont pas là. Mais je ne sens pas en fait, excusez-moi, un collectif qui est derrière son coach. Tu vois, moi, c'est là où j'ai un problème un tout petit peu aujourd'hui, c'est de me dire, dans l'aspect mental, dans l'aspect psychologique, jusqu'à quel point est-ce que aujourd'hui les boys n'ont pas l'air d'être dans leur état, ou dans l'état dans lequel tu pourrais les trouver, je sais pas, dans leur meilleur état en fait. Rashford, je le vois jouer et je le trouve, c'est compliqué. Tu vois, il a beau passer de gauche au centre, à droite, ça a l'air quand même des fois compliqué dans le match. Il y a que Bruno Fernandes que je vois un tout petit peu courir au milieu de terrain, mettre cette intensité-là et tout. Il a ce brassard de capitaine, donc tu sens que ses performances sont quand même un tout petit peu plus, mais collectivement c'est difficile. Défensivement aussi, c'est assez difficile. Je regarde Lisandro Martinez, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Lisandro, d'habitude, il assure un tout petit peu plus. Bon, même si tu me diras que Varane n'est pas là et tout ça, mais je m'attendais à ce que Lisandro soit un peu plus leader, un peu plus confiant en ce début de saison. C'est assez compliqué. T'as un Maguire qui est là, qui n'est pas là. Mentalement, c'est difficile. T'as un Sancho et tout. Il y a beaucoup trop de soucis. Donc, à la fin de la journée, moi, j'ai fait la prédiction. Je sais même pas si ça va arriver. Je l'ai fait comme ça parce qu'on a fait une vidéo dessus, tu vois, en disant que Ten Hag, il finit pas la saison. Mais même s'il part, est-ce que ça règle vraiment le problème? Parce que moi, j'ai encore les phrases de José Mourinho en tête qui disait finir
deuxième avec Manchester United, c'est une des meilleures choses que j'ai faites dans ma carrière. Tu sais, Mourinho, lui, il aime bien, voilà, il aime bien créer des problèmes. Mais finalement, tu te rends compte, il gagne une Europa League, il gagne, je pense, une cup, une des deux cups, une Community Shield ou un truc comme ça. T'as un José Mourinho qui réussit à faire gagner cette équipe-là, mais mis à part lui, ces derniers temps, ça a été difficile. Ça a été difficile. Il n'y a que des aveux d'échecs, en fait, à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer qui arrive et qui parle de Cristiano Ronaldo, tout ça, en disant que finalement, si vraiment tout ça, s'ils savaient, peut-être qu'ils n'auraient pas fait ce recrutement-là et tout. Mais en réalité, émotionnellement, c'est important parce que tu vois comment le gars, il a shine automatiquement, même durant ses premiers matchs et tout. Donc, tu sens qu'il y a un constat d'échec qui est là depuis trop longtemps. Depuis Sir Alex Ferguson, il n'y a pas de changement à Manchester United. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on s'arrête, qu'on regarde les choses telles qu'elles sont et qu'on se dise que moi, je suis d'accord que quand Wenger est parti, on avait peur. Mais le changement est arrivé beaucoup plus vite chez nous qu'il est arrivé chez Manchester United. Et c'est pas normal. Et pourtant, c'est une équipe qui réussit à nous blaguer un tout petit peu parce qu'il surperforme de temps en temps. Solskjaer finit deuxième. Tu te dis, bon, après, si tu regardes, des fois, ça les trompe parce que tu te dis, ah, l'équipe, elle est peut-être de retour, ça va marcher et tout. Hop, l'année d'après, c'est assez compliqué. Ten Hag, il réussit à aller en Ligue des Champions. Il passe devant Newcastle en fin de saison. Il faut une très belle fin de saison et tout. Les gars sont intéressants. Il fait son mercato. Tu regardes, tu me dis, il y a beaucoup de blessés et tout. On est d'accord, mais en termes de football, c'est insuffisant. Moi, je sais pas. En tout cas, à la fin de cette semaine-là, j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir face à Burnley ce week-end. Mais ça risque d'être très compliqué. Et j'ai peur pour cette équipe-là, pas parce que, voilà, moi, je suis pas fan de United, mais c'est juste en tant que fan de football, tu vois. Je me dis, United est en train d'aller vers le bas. Ils sont vraiment en train de dégraisser, en fait. Ils sont même pas en train de stagner. Ils sont en train de dégraisser et ça, c'est très inquiétant. Puis je pense que Ten Hag, c'est un bon coach, en vrai, par rapport à la question initiale. Je pense que tu as raison, changer Ten Hag, a priori, ça changerait pas les problèmes qui sont plus profonds. Je pense qu'il y a vraiment une succession de facteurs difficiles à gérer là. Et on sent un collectif frustré. Genre, je l'ai senti hier contre le Bayern quand Bruno, à un moment, il a cette frappe angle droit de la surface, il la tape pied gauche et elle part genre 20 mètres au-dessus. Mais vraiment, c'est presque un tir de pure frustration, quoi. Et c'est en première période en plus. Donc je sens effectivement un collectif qui est un peu agacé, frustré, et si ça monte trop et que ça commence à se diriger vers l'entraîneur et qu'il y a rupture avec le vestiaire, ouais, là il faudrait envisager une séparation, mais de mon point de vue, ça me semble pas être le truc à changer là en priorité. Enfin, si demain tu perds Ten Hag, par qui est-ce que tu le remplaces ? Je suis pas certain qu'United peut vraiment là aujourd'hui choper un gars qui est, c'est sûr, un meilleur coach qu'Eric Ten Hag, genre c'est un truc qui soit clair et net. Je pense que c'est plus une question de réussir à faire la vente du club et juste améliorer un peu l'effectif et avoir un petit peu moins de malchance sur les blessures et les soucis extrasportifs qui sont quand même un gros problème, parce que même au-delà du fait de ne pas pouvoir bénéficier du rendement sportif de Sancho et d'Anthony, on peut dire à la rigueur, même quand ils étaient là, c'était pas non plus flamboyant. Bah, financièrement, c'est quand même un gros problème. C'est des gars que tu as acheté tellement cher. Si demain, tu dois concéder une perte sur eux parce que ça finit un peu en mode Mason Greenwood ou que tu n'arrives pas vraiment à les revendre ou quoi, c'est très, très problématique. Donc, il y a des problèmes presque au-delà du terrain à régler, je pense, en priorité pour United. Et après peut-être qu'on pourra se pencher un petit peu sur la question du foot. Mais c'est sûr que cette saison, elle fait un petit peu peur. Et pour l'instant, on a United qui est 13e de Premier League. Moi, de tous les clubs dont on parle régulièrement, là, top 6, top 8... Bah là, si je refaisais le classement de PL, c'est eux que je mets en dernier, je pense, de tous. Willou, tu dois refaire le classement. Willou, les gars ont dit tu dois refaire le classement. Parce que les gars sont pas d'accord sur ton Chelsea, là. Jusqu'à présent, on n'est pas d'accord. Oui, mais je sais qu'ils sont pas d'accord. C'est pas grave. On en reparlera en mai, bien tranquillement, quand Chelsea aura eu une deuxième place confortable. Non, en vrai, bien sûr, Chelsea, le début de saison, il est pas top. Mais on sait tous... La saison, c'est long. C'est long. Et toutes les conclusions, si on revenait sur tous les débuts de saison, là, 21 septembre 2022, 21 septembre 2021, 2020, si on regarde toutes les conclusions qu'on commençait à tirer à cette époque et ensuite ce qui s'est passé, je veux dire, 21 septembre 2022, je pense, le PSG met 7-1 au LOSC qui est Christophe Galtier, c'est genre l'entraîneur qu'il fallait au Paris Saint-Germain, etc. Donc, on voit vite comment le foot peut changer. Rendez-vous pour Chelsea, on jugera à partir de mars, avril. Pas avant. Mais pour l'instant, c'est vrai que la direction est pas top. Mais moi j'y crois encore parce que sur le contenu des matchs, je trouve ça pas inintéressant. Et comme tu dis, le championnat est encore très très long. Tu vois, franchement, on est qu'à 5 jours, il en reste encore énormément. Je pense qu'il en reste. C'est vrai que ça doit nous permettre de tempérer. Voilà, il reste encore 33 matchs à jouer et tout. Plus il y en a qui jouent des coupes à gauche et à droite et tout. Donc on va voir. J'espère que Manchester United, en tout cas, saura se refaire. Une chose est certaine, c'est qu'on est d'accord sur le même point. C'est le problème est beaucoup plus haut que Erik Ten Hag. Et c'est pas parce que tu changes de coach à chaque fois que ça va régler ton problème.
Je pense qu'il y a pas mal de coachs qui arrivent dans des structures et qui changent la structure même. Et ça, c'est important. Guardiola, il l'a fait à Manchester City. Il a amené carrément son administration, sa manière de faire, son truc et tout. Ça a changé. Arteta, il l'a fait à Arsenal. Et donc, on a d'abord changé le haut pour arriver à avoir une équipe qui soit potable. Donc, je pense qu'à United, il y a quelque chose qu'ils ont oublié depuis le départ de Ferguson. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai envie de te parler de dépendance. Il y a eu 2 matchs cette semaine très intéressants. Double dépendance, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses un peu. Première dépendance, c'est celle de cette équipe du Real Madrid qui gagne 1-0 face aux syndicalistes. Mais les syndicalistes, ils ont tenu. Hein. Tu sais que si on considère qu'une minute est l'équivalent d'une journée, ils ont fait 3 mois de grève. Ils ont tenu. Les syndicalistes anticapitalistes punk réfugiés derrière leur mur qui a encaissé 31 tirs avant de craquer sur le 32e. 32 tirs, 1 but. Mais c'est un rendement quand même, on doit discuter avec le Real. Une dépendance. Mais tu sais que pourtant, moi j'ai vu le match en direct, même à la 90e, je me dis que le Real va le gagner. Parce que Ancelotti, ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est tellement vrai. Il a dit un truc qui semble bateau, une phrase un peu à la Ancelotti. Parfois il dit c'est l'esprit du maillot du Real Madrid qui nous a fait gagner ce match, etc. Mais en vrai, il a tellement raison. Moi je pense vraiment qu'au Real, plus le temps passe, plus ils se disent qu'ils vont gagner le match. Genre normalement c'est l'inverse. Normalement plus le temps passe, plus tu dis il manque du temps, on va pas avoir suffisamment de temps pour enfin marquer ce but. Je crois que le Real, plus le temps passe, plus ils se disent tranquille, on se rapproche du temps additionnel, le moment où on marque. On est 1 minute plus proche du moment où on va marquer. Et ça se passe quand même très très régulièrement. Je crois aussi que pour les équipes adverses, quand tu joues contre le Real et que tu commences à rentrer dans le money time, encore plus au Santiago Bernabéu, le Sénat intergalactique du monde du foot, c'est flippant. Et en vrai, moi ce but, je sentais qu'il allait arriver. Alors peut-être pas par Bellingham, ça c'est quand même un peu un délire. Hein. C'est ouf. C'est incroyable. C'est lui qui a la chance. C'est lui. Mais par contre, pour moi, ils allaient le faire. Et bon, après, ils ont quand même, comme on a dit, tiré 32 fois au but. Donc ils ont eu les occasions. 11 tirs pour José Lu. José Lu, pour moi, il a fait un très bon match. Hein. Pour moi, c'est ce que je disais de José Lu, tout ça, ils ont fait un très bon match. Les boys, ils se sont gérés. Malheureusement, le ballon n'est pas rentré. C'est des choses qui arrivent. C'est important, cette mentalité-là. On parlait beaucoup du Fergie Time. Tu viens de finir Manchester United. Tu sens que le Fergie Time est un temps révolu. Depuis que le temps de Zinedine Zidane, on parlait plus du Inch'Allah Time. Tu vois, un temps où tu ne sais pas. C'est out of nowhere. Un Ramos, il saute pas. Tu vois. Centre Inch'Allah. Vraiment, les centres Inch'Allah de Marcelo, là, ça a trop fonctionné, en fait, pendant trop longtemps. Et le Real de Zidane, que des centres, Real de centre. Mais tu regardes ça et tu te dis, ok, Bellingham en ce début de saison, il fait bien, mais il fait trop. Car il n'y a que lui qui fait. Il n'y a que lui qui fait. Vraiment, il n'y a que lui qui fait. Vini, il est blessé. Benzema, il est parti. Ils n'ont pas recruté de numéro 9. José Lu, il est là. Ce week-end, il a réussi à marquer et tout. C'est important. Mais bon, dans des grands matchs de Ligue des Champions, nous tous, on sait que des fois, ça prend plus que le talent. Des fois, ça prend la chance du buteur. Ça prend la baraka du buteur et tout. Hier soir, il ne l'a pas eu face à l'Union Berlin. Bellingham, si je ne me trompe pas, c'est 6 buts marqués sur les 11 du Real depuis le début de la saison. 11 buts marqués, c'est faible. L'année passée, apparemment, à la même période, ils étaient à 16 buts. C'est très faible. C'est faible. Il y a un problème. Il y a un petit problème offensivement. Malgré les retournées acrobatiques constants de José Lu, je ne sais pas si tu as vu contre l'Union, il en a retenté un, là, au second poteau, 6 heures. José Lu a tenté. Rodrigo a tenté, Rudiger a tenté. En fait, c'est FC. Moi, j'ai remarqué, j'ai failli le dire dans le débrief hier. C'est FC retourné acrobatique. Tous, ils veulent mettre un retourné. Je ne sais pas, c'est quoi leur problème. Chaque match, il y a. D'ailleurs, contre l'Union, la petite stat comme ça, tous les joueurs de champ du Real Madrid ont eu au moins un tir. Tout le monde a tiré. Je te dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Il manquait que Kepa. Kepa, à la Provedel. Sur le dernier corner, ça aurait dû Kepa qui aurait dû marquer le but. Kepa aurait dû marquer le but, ça aurait dead le game. Tu vois. Mais et pour moi, je trouve, donc c'est là, je voulais parler de double dépendance. Le petit Bellingham, il fait beaucoup. Vraiment un leader, vraiment un leader charismatique, technique, tout ça. Il fait peu de déchets dans son football. Vraiment, c'est carré, quoi. Il porte le numéro 5, il fait honneur à Zinedine Zidane. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, magnifique. Il y a un autre joueur que je trouve dans son équipe est très dépendant et je l'ai encore vu, c'est Ugarte.
J'étais sûr que tu allais dire ça. On arrive dans cette double dépendance-là, moi franchement. Voilà deux équipes qui sont normalement parties pour être des favoris pour la Ligue des Champions. C'est des équipes qui se battent pour le titre. En championnat, le Real, ça va très bien. Le Paris Saint-Germain, c'est comme ci, comme ça, mais c'est pas grave, c'est la Ligue 1. Ils peuvent reprendre le rythme à tout moment. Mais on s'est rendu compte que Ugarte est très important. Donc aujourd'hui, cette dépendance-là, quand même, ne peut-elle pas poser de problème à ces deux équipes-là, d'après toi? Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète pas pour le Real, mais ça m'inquiète pour Paris. Parce que le Real, je trouve que les gens parlent beaucoup de dépendance. Mais moi, je trouve que le Real n'est dépendant à rien. Ils sont dépendants à eux-mêmes. Je te jure que Bellingham, même s'il part demain, ils vont s'en sortir. Alors que Paris, je me suis rendu compte que Ugarte est trop pertinent. On me parle de Danilo Pereira, mais je suis pas convaincu qu'en termes de profil, ça donne la même chose. Ah non, c'est Danilo Pereira, c'est bien pour derrière, mais c'est pas un gars qui va aller presser dans la surface de réparation adverse sur les 6 mètres comme Ugarte avec sa mobilité extraordinaire et science du pressing là pour non, c'est juste avant le match contre Dortmund, il y avait une grosse rumeur comme quoi, parce que comme il était blessé au dernier match de Ligue 1 contre Nice, là, il était sorti, ou en tout cas il avait eu un gros coup, il y avait la rumeur comme quoi il allait peut-être rater ou commencer sur le banc, et moi ça m'a stressé ça. Moi je suis à fond derrière le PSG en Ligue des Champions, je suivais l'état de forme de Manuel Ugarte avant le match, et juste avant il y a une petite brève qui est sortie en mode c'est bon, il va tenir sa place. Ouf de soulagement, parce que c'est clair que t'as Kylian Mbappé et après je pense que t'as Ugarte comme étant le deuxième joueur le plus important de ce 11, parce que il apporte quelque chose que les autres n'ont pas et qui est tellement important pour ce PSG Luis Enrique, la pression constante, et en plus maintenant il a ajouté plutôt de la qualité technique. Je me souviens qu'à une époque on discutait ensemble de savoir est-ce qu'il pouvait vraiment être ce 6, parce que pour ressortir les ballons face à la pression adverse, c'est clair que c'est pas un Busquets, mais en vrai il a commencé à montrer plutôt des facilités dans le fait de trouver des angles de passe intéressants, faire progresser le jeu. Donc techniquement en plus il commence à montrer des choses beaucoup plus que ce qu'il montrait au Portugal. Je me souviens quand j'avais regardé tous ces clips là, c'était très neutre et latéral comme jeu. Là je trouve qu'il y a plus de prise de risque avec ballon, et avec Zaïre Emery en plus ça fait vraiment et Vitinha aussi qui a fait un très gros match contre Dortmund. Très bon. Ça fait une triplette très sympa. Bon. Des boys, franchement ils n'ont pas peur quoi. Moi ça qui me plaît quoi, c'est qu'ils prennent le ballon, ils dribblent, ils courent, ça avance, tu vois, ça avance, et ça c'est très important d'avoir devant ton numéro 6 deux joueurs comme cela en fait qui poussent, qui sont capables de s'intercaler entre les lignes, de créer des 1-2, des beaux 1-2, franchement des beaux 1-2 très rapides, et toujours ce surnombre là dans la surface de réparation qui permet un dédoublement rapide d'un ailier ou d'un latéral et tout, donc un surnombre qui perd un peu la défense adverse. Je trouve que c'est très pertinent, mais jusqu'à présent en fait il reste quand même très dépendant de ce joueur là. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ouais, c'est le seul qui a vraiment ce profil là quoi, parce que un truc dont on discutait aussi, c'était le mercato du PSG, etc. Mais au milieu de terrain, il y avait quand même ce point d'interrogation. Est-ce qu'ils se sont suffisamment renforcés en quantité, etc. Je trouve que l'entrée de Kang In-lee contre Dortmund, elle était plutôt intéressante en ce sens, parce qu'il a été techniquement très propre, assez tranchant. Il pourrait vraiment être une option. Et en plus, si j'anticipe un petit peu, mais l'été prochain, qui est-ce qui revient au PSG? C'est Xavi Simons, dans un rôle un petit peu plus avancé. Mais lui aussi, il a encore été MVP de son match contre Berne, il fait un début de saison extraordinaire, etc. Donc peut-être que le PSG commencerait à avoir même la profondeur qu'il faut au milieu de terrain, mais personne, comme tu dis, a le profil d'Ugarte. Donc il faut garder une petite pensée sur cela, en espérant qu'il ne se blesse pas, qu'il reste en pleine forme, qu'il puisse enchaîner les matchs, et qu'il puisse se reposer dans certains matchs de championnat, donc il y ait d'autres gars qui puissent step up à un moment donné au milieu de terrain pour aider cette équipe du Paris Saint-Germain là. Tu m'as donné une transition qui était rapidement ouverte, merci beaucoup. En me disant que Xavi Simons a fait un très bon match. Donc du coup, ça m'amène aux outsiders de la compétition. Après cette première journée, juste comme ça, j'ai dit bon, Leipzig, Porto, Naples, Arsenal. Bon, voilà quelques équipes. Arsenal, pas mal. Quand même, on est un outsider. On est un outsider. Quand t'as pas fait la compétition depuis 6-7 ans, tu viens, t'es au fond de la classe. regarde-le, en train de se mettre dans la catégorie Leipzig, tranquille, Porto. tu vois, tranquille. Tu vois, moi, je prépare déjà mon élimination en quart de finale. Je dis, dans un match de tocard, au retour, je sens le Arsenal Real Madrid. Je sens le Arsenal Barça cette année dans un tour assez compliqué. Mais bon, il va falloir, dans tous les cas, comme j'ai dit, la Ligue des Champions cette année, la finale, elle est à Wembley. C'est à la maison. Moi, j'y crois.
qu'ils soient capables d'aller jusqu'à Wembley. Un tirage au sort avantageux peut te permettre d'éviter certains gros et tout. On va voir, mais on a peur de personne. On a gagné 4-0 face au PSV. Naples aussi, je trouve que c'est une équipe qui peut être assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'en championnat, c'est difficile, mais ils ont un coach, je ne sais pas. C'est un coach, tu vois, on ne sait jamais. C'est pas un gars très fort. Mais c'est un gars, il peut réussir à aller loin en Ligue des Champions avec l'équipe là en fait, out of nowhere, et ça peut sauver sa saison. Alors que Naples, ils sont champions en titre, hein. Ils doivent se battre pour un Scudetto normalement. Mais là, je me dis, cette saison, ça risque d'être peut-être compliqué de se battre pour un Scudetto avec Rudy Garcia. Mais il se pourrait que Rudy Garcia, il arrive out of nowhere à refaire quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions. Donc attention à Naples aussi. J'ai envie de dire attention à Leipzig qui fait un très bon début de championnat. Franchement, il y a mon boy Simakan là, il est bon, hein. Franchement il est bon, Simakan il est bon, j'espère que Arsenal va aller le chercher à un moment donné, je pense que Arsenal était sur le coup, j'espère qu'on va aller le chercher à un moment donné, il est très bon, moi il peut faire du Ben White en fait, il peut faire latéral droit, défense centrale, Xavi Simons est excellent, les Openda et tout ça, toi-même tu les as mis dans ta draft, tu sais que c'est des boys qui sont des valeurs sûres, qui petit à petit vont prendre comment on appelle ça, la chaleur et ça va fonctionner. C'est une belle équipe très très jeune, donc je me dis attention à eux aussi. Peut-être que ce qu'on attend de Dortmund, peut-être que Leipzig va nous le donner en fait, tu vois. Donc il y a cette mentalité là que j'ai. Et enfin Porto comme d'habitude, parce que Porto c'est Porto, c'est toujours Porto. Ouais. Donc voilà, c'est mes outsiders un peu. Belle victoire à l'extérieur. Eh, le Barça. Non, le Barça, c'est un favori. T'as déjà vu le Barça, c'est qu'ils font. Ça, c'est en fait, voilà, tu vois, là, bon, d'accord. On peut passer donc à la prochaine thématique et après, je te laisse la parole. C'était les couleurs reprennent de la couleur. Que veux-tu que je te dise? Franchement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. C'est des favoris. Non, vraiment, Félix Cancelo, ça change tellement de choses. C'est beau, hein. C'est beau, c'est vraiment. Et Gundo, il a fait un super match. Associé à Félix, j'ai bien kiffé comme les deux, ce belle complicité naissante après le premier but de Félix. Les deux qui se pointent du doigt comme ça, en mode. Non, vraiment, c'est une équipe qui commence à être très différente parce que je pense, ce que je disais un peu dans mon récap de Ligue des Champions tout à l'heure, c'est le grand Barça, quand on se remémore le grand Barça, il y a cette base mécanique où tout le monde comprend et parle le même langage foot, ok, mais avec une couche d'imprévisibilité, de génie, d'étincelle, de ce qui n'est pas scripté, quoi, dans le dernier tiers, avec les joueurs magnifiques qu'il y avait, etc. C'est ça le grand Barça. Aujourd'hui, ça commence à ressembler, pas sur le niveau, mais sur l'idée, ça commence à ressembler un peu plus à ça. Avec Félix, avec Cancelo, désormais tu commences à avoir beaucoup plus de créativité, de petites étincelles, de moments où le Barça sort un petit peu de son script, je trouve, dans le dernier tiers, et toujours avec cette base mécanique qui est intéressante, mais c'est moins ennuyant, hein, et franchement, la preuve, 2 fois 5-0 d'affilée, on va nuancer parce que c'est la Liga et c'est Antwerp, etc., mais ils n'ont pas de gros dans leur groupe en Ligue des Champions, même si les matchs contre Porto vont pas être faciles. Donc c'est bien pour eux, ça veut dire sans doute qu'ils vont se qualifier en 8e. Mais pour nous, ça veut dire qu'on va devoir attendre, je pense, le Classico et en Ligue des Champions, février, mars, pour vraiment voir si ce Barça peut être un cadre. Mais c'est vrai que là, quand tu sors de ce match et de la période actuelle du Barça, tu te dis, je sais pas, moi si je fais mon power ranking européen, là, il y a City qui est numéro 1. Et après, pour compléter le top 5, c'est sûr qu'il y a le Barça, c'est sûr qu'il y a Arsenal, il y a sans doute le Bayern. Mais voilà, ces équipes sont là. Tout à fait. C'est une équipe qui a complètement changé en fait. Elle a complètement changé. C'est fou comment 2 recrutements peuvent te changer carrément en fait la dynamique de jeu d'une équipe. Et rapidement, en fait, ce qui est intéressant avec ce Barça-là, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a certains joueurs, la concurrence, dès qu'elle est arrivée, ça a élevé leur niveau, tu vois. Je me pose même des questions à savoir si Ansu Fati était resté dans cette équipe-là, est-ce qu'il n'aurait pas step up beaucoup plus rapidement, tu vois. Parce que la vitesse à laquelle Ferran Torres, il revient cet été, la vitesse à laquelle il a été mis sur le banc, mais que quand il rentre sur le terrain, il est décisif, il est titulaire, il est décisif, il marque un coup franc, c'est une première depuis Léo Messi et tout, ça fait plaisir, même pour la petite histoire et tout, ça le motive. Donc tu te rends compte quand même que même les débats qu'on avait il y a quelques semaines, le football ça va très vite, quelques semaines on était comme mais boy, Lamine Yamal là il va pas enchaîner quand même tous les matchs toute la saison. On a vite compris que non, il va pas enchaîner tous les matchs toute la saison, il va être sur le banc, il va rentrer de temps en temps dans des matchs en Liga où ils vont pouvoir se permettre de relaxer un tout petit peu, il va jouer, il va être pertinent. Mais t'as un Rafinha qui est de retour au top, t'as un Lewandowski qui claque des buts aussi, ça a été compliqué
se poser des questions à savoir, je pense que c'est toi qui m'avais posé la question ou on en avait discuté à un moment donné à savoir est-ce qu'il finit la saison titulaire ou un truc comme ça. Et out of nowhere, il commence à remarquer des buts et tout, il retrouve des couleurs parce que João Félix est un joueur franchement exceptionnel. Et nous tous, on le savait, mais on savait juste que c'était difficile. Tu sais, des fois, l'environnement est très important. Cancelo est un très bon joueur, mais l'environnement est important. Et je l'ai dit, si les deux ils réussissent à considérer que Mikasa Estoucasa là-bas au Barça, c'est fini. C'est fini. S'ils sont à la maison et qu'ils se sentent à l'aise normalement et qu'ils sont en bonne santé, je pense que ces joueurs-là ne peuvent amener que du positif dans cette équipe-là, en sachant qu'il y a aussi les blessures de Araujo et de Pedri qui arrivent. Donc ouais, un beau Barça en Ligue des Champions qui commence bien pour une équipe qui a galéré ces dernières années, même à sortir de la phase de poule. Un beau Arsenal aussi qui commence bien avec Mikel Arteta, une très belle équipe. Tu as vu mon capitaine? Mais est-ce que les gens ils s'arrêtent pour regarder Odegaard? Il est trop fort. En fait, je me suis arrêté, j'ai dit Odegaard. Et en fait, je me suis arrêté, j'ai dit ouais. Non, vraiment. Non, le Real, ils avaient raison quand ils sont allés chercher le boy à 15 ans. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Le boy, c'est un talent pur. C'est juste que nous, on a eu la chance. On a 35 millions d'euros. Mais vraiment, c'est un hold-up. Il a que 24 ans. Vraiment, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Non, puis il est tellement attaché à vous maintenant, captain. Honnêtement, c'est un gars, tu sens. Si demain tu me dis Odegaard, il a fait encore 10 ans de plus à Arsenal et il a pris sa retraite à Arsenal à 34 ans, je peux le croire totalement. Donc c'est rare quand tu mets la main sur un gars et tu te dis que tu vas l'avoir pendant longtemps. Aujourd'hui, dans le foot international, c'est rare. Donc vraiment, je suis jaloux. C'est magnifique votre histoire avec lui. Ouais, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Il fonctionne très bien au milieu de terrain. Encore une fois, on a vu une belle équipe d'Arsenal cette semaine. Un très beau milieu de terrain, un très bon Declan Rice. Il a coûté 100 millions, mais depuis le début de la saison, je pense que j'entends pas beaucoup les gens parler. J'en profite parce qu'on critique beaucoup les recrues qui ne se gèrent pas. Mais les recrues qui ont coûté cher et qui se gèrent, pourquoi on n'en parle pas? Ah, Declan, 100 millions. On nous a écrit, Declan n'est pas Modric, il n'est pas Onana, c'est pas votre copain, franchement. Declan, depuis le début de la saison, il est juste, like... Franchement, on va encore dire ouais, Stan il s'enflamme. Que voulez-vous quand je parle de mon cœur, ça me touche. Non, mais t'as raison. Moi, j'écoute les podcasts de The Athletic sur chaque gros club de Première Ligue. Et sur celui d'Arsenal, ils sont très très chauds sur Rice. Ils l'adorent. Vraiment, je lis aussi quelques sites spécialisés des différentes équipes. Et sur Arsenal, justement, sur la review du match contre le PSV Eindhoven, c'était genre Rice, super match, etc. Et même Havertz a été plutôt pas mal, intéressant. Une de ses meilleures apparitions peut-être, il lui manque encore ce but, mais si le milieu de terrain en plus commence à vraiment trouver son alchimie, puis en plus vous avez un super coach qui lui aussi peut rester pendant hyper longtemps. Donc j'ai vu sur Transfermarkt tout à l'heure là pour préparer la draft que vous êtes l'équipe qui a pris le plus de valeur Transfermarkt sur les dernières années, et vous êtes aujourd'hui le deuxième effectif le plus valuable du monde, j'imagine, derrière Man City. Bah, c'est ça aussi quand tu es dauphin de Première Ligue, évidemment, les choses sont assez corrélées, mais le travail qui a été fait à Arsenal depuis quelques années, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, ça fait plaisir de voir des petits comme Bukayo Saka qui sont arrivés il y a très très longtemps, qui ont joué l'Europa League, tout ça, on a galéré un peu, arriver en Ligue des Champions, marquer des buts, jouer cette compétition-là. Quand les gars te disent que dans les vestiaires, durant la semaine, ils ont mis la musique de la Ligue des Champions, ils étaient en train de s'enjailler là-bas. C'est-à-dire que franchement, c'était London c'est la Champions League, London c'est la Champions League, ça devait être une dinguerie là-bas, tu vois. Non, mais tu te dis qu'en fait, c'est quand Odegaard il dit que de la musique, elle nous a transcendé en fait. On est rentré, on s'est dit ouais, ils connaissent pas la compétition, on connaît pas. Ça fait longtemps, franchement, ça fait trop longtemps en fait. Et la Ligue des Champions, c'est pas comme le vélo, ça se perd, parce que si c'était comme le vélo, il y en a, ils gagneraient chaque année. Il y a que pour le Real, c'est comme le vélo. Là, c'est Milan dans le temps, ils avaient peut-être des bicyclettes à l'ancienne, et puis Liverpool de temps en temps. C'est les gars qui se... Mais sinon, pour tout le reste là, le peuple, c'est difficile la Ligue des Champions, tu vois. Ils sont bloqués à 5 depuis longtemps, donc... Voilà, ça fait plaisir de revoir Arsenal en Ligue des Champions. Moi, c'était vraiment mon highlight de la semaine. Et j'ai déjà hâte au prochain match de Ligue des Champions, en fait, contre Lens. Contre Lens. À Bollaert. À Bollaert, j'ai eu l'occasion d'en parler pour ceux qui ne savent pas. Comme j'ai dit, prochain vlog Outsider, on va à Bollaert. Je ne sais pas Lens c'est comment, j'ai aucune idée de Lens c'est comment, mais je vais à l'aventure. Magnifique. Je vais à l'aventure dans le Nord. C'est ça qu'on appelle Nord-Pas-de-Calais, non? C'est ça?
Oui. Voilà, je vais à l'aventure dans le Nord. Franchement, je vais aller là-bas. On va essayer de voir de quoi a l'air l'ambiance. Cette équipe de Lens-là, en plus, qui s'est gérée face au FC Séville, une équipe de Lens qui est totalement différente en championnat et en Ligue des Champions. On a eu l'occasion de le voir cette semaine. Une bien meilleure prestation en Ligue des Champions. J'espère qu'ils seront à la hauteur face à Arsenal. Je m'attends à un match compliqué à l'extérieur. Je sens que ce sera pas facile. Je sens que ce sera pas facile, ce Arsenal-Lens-là. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine semaine de Champions League. Donc j'en profite aussi pour vous dire que la prochaine semaine de Ligue des Champions, je vais rater des briefs. Donc je pense que je rate Barça-Porto et Naples-Real. Je pense que c'est les deux gros que je rate. Parce que j'ai un autre match de Ligue des Champions le lendemain, mais je ne vous dirai pas lequel. Vous le saurez en temps voulu. Voilà, Wilou, moi je pense que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé un tout petit peu cette semaine, de ce que j'avais envie de discuter. Juste envie d'attirer l'attention un tout petit peu sur un groupe. Rapidement. Sociedad Inter, Salzbourg Benfica. C'est le groupe D. Voilà, c'est le groupe D. Voilà. Donc, Donc, on se comprend. On se comprend. Ouais. Je sens que ça, après avoir vu l'affaire, j'ai dit que ça va être dur. Ça va être très dur. Ouais. Je ne sais pas qui va sortir. Même le Benfica, faut pas les enterrer. Faut pas les enterrer, ça peut arriver. Non, c'est clair. Bah, ils sont réduits à 10 au bout de 10 minutes. C'est un contexte quand même très spécial. D'ailleurs, la main, elle est un peu... Enfin bref, il y a eu un petit pétage de câble dans le cerveau, je pense. Mais non, c'est clair, ça va être un groupe très intéressant. Et honnêtement, moi je trouve qu'on a eu une semaine de Ligue des Champions vraiment stylée. Genre, même Galatasaray qui revient, qui marque 2 buts dans les 5 dernières pour revenir contre Copenhague. On a eu un but d'un gardien quand même. C'est ton gardien, Miskin. Il devait être ton gardien. C'était le remplaçant de Onana. Il était sur le banc pendant que Onana était en Ligue des Champions dans la draft. Et t'as perdu. Incroyable. Ça, c'est vraiment l'erreur de ma saison. C'est dommage. Et le Glock, ton Glock préféré, qui a été assez fantastique aussi. Doublé. Donc, non. J'ai trouvé ça assez drôle quand j'ai vu les réactions sur Twitter à la mi-temps. Ouais, City, ils sont en train de perdre. J'ai dit, mais calmez-vous. En fait, c'est quand tu regardes City à chaque semaine, tu sais que City, ils sont devenus un peu comme le Real, en fait. Tu sais qu'à la fin, ils vont gagner, tu vois. C'est pas la peine de beaucoup parler. Je savais qu'ils allaient gagner, effectivement. Doublé de Julian Alvarez. Même sans Kevin De Bruyne, son absence, finalement, ne se fait même pas remarquer. On oublie même que Kevin De Bruyne n'est pas là, en fait, tellement cette équipe, elle fonctionne bien. Matheus Nunes aussi qui rentre au milieu de terrain, qui va commencer à, je pense, grappiller des minutes dans cette équipe-là. Ça m'a ramené cette semaine à me poser des questions sur Calvin Phillips en me disant, mais Calvin, il se fout de qui? Franchement, Calvin, c'est un fainéant, Calvin, c'est pas possible. Attends, on s'était dit que ça arrive à City d'arriver la première année et de foirer. Qui est arrivé la première année? Grealish est arrivé la première année et il a foiré. La deuxième année, il s'est géré. Même Ake, c'était pas ouf. Et après, Ake, tout ça. John Stones, ça a pris même 4 ans avant qu'il se gère. Ça a pris du temps, tu vois. Mais Calvin Phillips. Mais d'où Calvin Phillips, il rentre en Ligue des Champions pendant 7 minutes alors que l'autre, il est titulaire, alors qu'il vient d'arriver. C'est pas sérieux. Franchement, il y a des boys là, des fois, je comprends pas. Il faut faire des études mentales, psychologiques pour comprendre. Il faut faire des études de cas. Nous, on veut comprendre. On veut pas que ça se reproduise, en fait, tu vois. On veut pas qu'un petit qui soit aussi talentueux que ça, qui sort d'une grosse saison avec Leeds, il va à l'Euro, il fait milieu de terrain avec Declan Chep. Les deux, ils sont chauds. C'est de cooking. Ils sont à un tirage de maillot près de Tchelini sur Bukayo Saka d'être champion d'Europe. Presque, on va dire, avec un peu de chance et des pénaltys non ratés. Et puis il disparaît dans la nature. Ouais, il y a des matchs que je n'oublie pas en fait. Il y a des faits comme ça peut me rester à vie. Je sens qu'à 90 ans, je vais te sortir ça. Je vais m'asseoir comme un vieux tonton, je vais dire, vous vous rappelez quand Cellini l'a tiré. Est-ce que tu te souviendras des doubles pivots de tes drafts, tu penses, à 90 ans? Ah, ça m'étonnerait quand même, franchement. Ma mémoire risque de me jouer des trucs. Zoubi Mendy, et puis Yunus Moussa, machin, Granit Xhaka, et puis je ne sais même plus qui, Emre Can. Ça va être n'importe quoi. Mais bref. En tout cas, bon, écoutez, la famille, belle semaine Ligue des Champions. Europa League, faut pas oublier, il y a des tocards là-bas. Il y a des tocards là-bas, faut pas les oublier quand même. Bien sûr. Chez moi, là, il y a l'Olympique de Marseille qui se déplace juste à côté, là. Ajax d'Amsterdam. J'y ai même pensé, en fait. Je me suis dit, est-ce que j'allais pas faire, mais dans le calendrier, ça marchait pas. J'aurais bien aimé faire un enchaînement, genre Europa League après, tu vois, venir à Amsterdam. C'est pas facile d'avoir des places à l'Ajax. C'est pas simple, hein. C'est blindé tout le temps. Ouais, bah écoute, on va essayer de voir qui on connaît, en fait, tu vois, c'est une question
Écoutez, les amis, si vous connaissez quelqu'un au niveau de l'Ajax d'Amsterdam, on sait jamais, hein, tu vois. Je me suis rendu compte que des fois, il y a des gens qui sont très, en fait, vous êtes tous très pertinents, franchement. Mais je me suis rendu compte que de temps en temps, tu peux tomber sur des personnes qui nous suivent, en fait, et qui pourraient, qui ont des contacts, en fait, qui pourraient être très pertinents. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des emails, tu vois, willoufifa@gmail.com. Tu passes une annonce là, tu passes une annonce. Envoyez-nous des trucs. Envoyez-nous des places, voilà, hein, des places pour les des beaux matchs, machin. voilà. Si vous connaissez des gens, si vous voulez qu'on vienne faire des entrevues dans vos clubs, machin, on sait jamais. Envoyez-nous. On peut être pertinent. Il a vraiment le sens du business. Mais je te dis, on sait jamais, tu vois. Ça. Donc voilà, on va finir sur ces beaux mots là. La famille, on se capte très bientôt. Gros week-end en passant. Je pense, hein. Que des derbies. Absolument. North London Derby, PSG Marseille. Et Madrid. Extraordinaire week-end. Madrid Derby. Aussi, Atlético, je pense, Real Madrid. C'est vrai. Pendant Paris-Marseille. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur mon calendrier. Ça va être très très chaud. Très gros week-end. Donc, on a hâte de vous retrouver dès ce week-end sur la chaîne de Willou, sur la mienne aussi. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important comme d'habitude. Tous outsiders. Bisous.